Bonjour, Emmanuel Vinazza, je suis formateur et consultant indépendant en système et messagerie. Je suis certifié MCT, MCTS et MCSE. J'ai animé précédemment une formation sur Exchange 2010. Je sais que la plupart d'entre vous attendent avec impatience la formation Exchange 2013, ce que je ne vais pas tarder à faire. Pour l'heure, une nouvelle formation va démarrer, la formation donc sur SharePoint 2010 en vue de la préparation de l'examen 70-667. Cette formation, je vous l'expliquerai, s'articulera certes autour de la certification, mais essentiellement sur les concepts et sur la technologie SharePoint. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ou pour ceux qui s'en doutent ou qui s'en doutaient, sachez que la formation Exchange, premier niveau, est pour moi est simple. SharePoint est un produit beaucoup plus complexe dans la mesure où il interagit, vous allez le voir, avec d'autres environnements comme SQL, comme 2IS, notamment au niveau des plateformes, et intègre des notions de développement applicatif qui, vous l'avez compris, va vous emmener sur des chemins, je dirais, assez sympas et dont le terrain de jeu, vous verrez, sera large. Si vous pensez que Exchange était compliqué, SharePoint, vous allez le voir, est 10 fois plus compliqué. Pas compliqué finalement techniquement, puisque vous le verrez, toutes les notions sont facilement, je dirais, apprenables, entre guillemets. En revanche, l'étendue de ce qu'il y a à savoir et le périmètre, je dirais, de ce qu'il y a à savoir sur SharePoint est beaucoup plus large qu'Exchange, pour une raison simple, c'est que Exchange reste un produit assez fermé, assez packagé, mûr, puisque voilà, Exchange a quand même quelques années derrière lui, alors que SharePoint est un produit qui est arrivé un peu plus tard qu'Exchange, même beaucoup plus tard qu'Exchange, les premières versions vers 2001, et qui, je dirais, interagit pas uniquement qu'avec effectivement son système, mais interagit avec un environnement extérieur. L'objectif de la présentation donc de cette formation, c'est de vous dérouler un petit peu comment on va animer cette formation, quel est le plan, et n'oubliez pas, les notions que je vais aborder sont des notions techniques orientées certification, certes, ça c'est le premier point, mais je vais brasser beaucoup plus large. En retenant une chose, c'est que la formation de niveau 2 SharePoint sera beaucoup plus poussée. Ce qui implique, je pense que vous vous en doutez, d'avoir suivi la formation niveau 1 et de vous être exercé sur SharePoint. Je vous le répète, Exchange, c'est simple. SharePoint, on est sur un cran au-dessus. Les notions que l'on va aborder sont des notions larges. Il vous faudra effectivement vous familiariser avec d'autres environnements que le simple produit SharePoint. Ensuite, dans le cours de la formation, retenez que quand je vais brasser large au niveau des technos qu'on va attaquer, qu'on va regarder, bien évidemment, mon objectif, il est que vous puissiez préparer correctement votre certification, mais il est très important pour moi que vous compreniez ce que vous faites avec un environnement SharePoint, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez jamais faire. Et ce qu'il faudra bien évidemment éviter dans le cadre d'une production ou ce qu'il faudra conseiller dans le cadre d'une mise en œuvre de la solution SharePoint. Alors, on va commencer. Vous me connaissez, je vais me présenter, je suis donc le formateur Emmanuel Vinazza. Je vais vous expliquer ce qu'est SharePoint 2010. On va voir ensuite le plan de la formation sur l'ensemble des modules qu'on va dérouler tout au long de cette formation. Et je vais expliquer la manière de construire l'environnement du lab pour que vous puissiez en même temps que moi jouer les exercices, les TP et les exemples de cas pratiques que je vais vous donner. Enfin,
je vous donnerai un ensemble de références, de ressources logicielles, donc tous les sites sur lesquels je vais régulièrement, à commencer bien évidemment par le TechNet, vous vous en doutez, et d'autres liens utiles qu'on va utiliser régulièrement dans notre, dans notre plan d'exploitation. Alors, je suis donc Emmanuel Vinazza, mon adresse est evinazza@comobureau.com. Je vous ai mis ma photo, comme ça vous voyez à quoi je ressemble. C'est bien d'avoir la voix, et souvent on aime bien mettre un visage sur une voix. Pour ceux qui ont vu ma formation Exchange, mon profil vidéo est en ligne, vous pouvez aussi le consulter. Je suis consultant expert Exchange et SharePoint, actuellement d'ailleurs en mission sur du SharePoint 2010. Je réalise effectivement tout ce qui est archi, migration et également de la formation. Je vous l'avais dit, je suis certifié sur de nombreuses technos. Je n'ai même pas cité SharePoint, mais ça fait partie des certifications que j'ai. Et aujourd'hui, je travaille sur du maintien en condition opérationnelle de plateforme SharePoint sur des gros environnements. Vous avez mes références, vous avez également mes certifications Microsoft, si vous souhaitez les consulter, mes références en tant qu'auteur sur Exchange. Malheureusement, je ne poursuivrai pas en tant qu'auteur pour des raisons personnelles. J'aurais aimé, mais je ne pourrais pas, je n'aurais pas techniquement le temps de le faire. Voilà, ça c'est pour ma présentation. Alors, on va parler du vif du sujet. C'est quoi SharePoint? SharePoint, on en entend parler tous les jours, partout. Il y a des demandes dans tous les sens. On regarde du développement, de l'infra, de l'archi. SharePoint, retenez une chose, c'est que c'est une plateforme de collaboration d'entreprise qui va permettre de gérer du contenu et de l'accès à du contenu. Et le contenu, bien évidemment, au sens large du terme, le contenu, ça peut être des listes, ça peut être effectivement des calendriers, des bibliothèques de documents, des accès à des GED, ça peut être également des accès à du contenu externe et des applicatifs externes, etc., etc. SharePoint arrive à, par le biais de sa technologie, arrive à fédérer autour d'un portail un ensemble d'accès et une possibilité, je dirais, sans limite finalement, hormis la limite du développement de la charge et des finances que ça impose, mais n'impose pas de limite, je dirais, technique. Aujourd'hui, il faut savoir que la plupart même des sites web aujourd'hui, même de grands comptes, sont et tournent sur du SharePoint. La solution SharePoint est utilisée autant en intranet qu'en extranet, autant sur un site web, pour évidemment faciliter les communautés, le travail en communauté, les partages, les forums, les réponses aux questions, je dirais le travail collaboratif sur un même document, etc., etc. L'objectif de SharePoint, c'est essentiellement de s'affranchir des limitations techniques ou des contraintes techniques plutôt d'utilisation d'un serveur de fichiers lambda, par exemple. Puisque pour tous ceux qui ont une arborescence avec un lecteur Z ou un lecteur X ou peu importe, et une arborescence définie, vous savez autant que moi que la gestion et l'implémentation des solutions d'arborescence serveur de fichiers reste lourde, reste compliquée, et puis plus on est nombreux, plus c'est compliqué à définir. Au final, dans les serveurs de fichiers, de ce que je peux constater dans certaines entreprises, et ce que j'ai pu constater par le passé, c'est que quand l'arborescence de fichiers devient trop complexe, les gens commencent à enregistrer en local sur leur machine, voire sur leur lecteur personnel, et redéplacent après si nécessaire. SharePoint, l'objectif, c'est surtout de fournir une sorte de centre de documents dans lequel on va alimenter, dans lequel on va contribuer et dans lequel on va mettre à disposition un ensemble de contenus, de données partagées au niveau de l'entreprise. Et pour faciliter ce partage, on va l'accompagner par le système de la recherche, de la pertinence de recherche, par le biais d'informations, de suivi, de workflow et tout ce qui va tourner autour de la gestion du contenu. Donc, retenez une chose, l'objectif de SharePoint, c'est de vous permettre de collaborer efficacement au sein d'une entreprise, que ce soit au sein de l'entreprise, ou entre l'entreprise et les collaborateurs de l'entreprise, ou les fournisseurs et externes de l'entreprise, pour tout ce qui est collaboration de contenu. Voilà en quelques mots ce que fait SharePoint.
pour vous expliquer comment j'en suis venu à SharePoint, comment je suis passé finalement de Exchange à SharePoint. C'est relativement simple. Vous connaissez, pour ceux qui ont fait du Exchange, les dossiers publics. Il était pour moi important d'accompagner mes clients sur un passage de dossier public à une autre solution, et SharePoint arrivait à ce moment-là. Donc petit à petit, on a expliqué aux clients que les dossiers publics étaient amenés à disparaître. De facto, j'ai commencé à me mettre sur du SharePoint. Voilà effectivement comment je suis venu à cette solution collaborative. À présent, regardons le plan de formation. Nous allons dérouler une formation en 16 modules. Une formation en 16 modules dont, bien évidemment, la présentation de SharePoint, puisque là je vous ai fait une petite introduction, je dirais même fonctionnelle de ce que fait SharePoint. On va aller un petit peu plus loin quand même dans le détail des solutions et des mots techniques qu'on va utiliser tout au long d'ailleurs de la formation. Et je dirais ces mots techniques, ces techno, cette convention de nom, il faudra que vous l'appreniez. Donc, on va dérouler une formation en 16 modules, de l'installation à la mise à niveau, tout ce qui touchera à la création et à l'administration du contenu d'une architecture SharePoint. On va parler d'applications web, de collection de sites, tout ce qui est réseau social d'entreprise. On abordera toutes les notions liées aussi à l'autorisation, aux autorisations et aux droits d'accès. Et les modules 9 à 16 vont traiter de choses un peu plus spécifiques, un peu plus touchy, sur la recherche, sur les services applicatifs, donc tous les SA qu'on va configurer sur la partie SharePoint, l'implémentation de tout ce qui est Office Web Apps, tout ce qui touche à la gestion du contenu, très large, les personnalisations de SharePoint, et les points, je dirais, à savoir de manière impérative, c'est tout ce qui est la partie mise en œuvre de solutions de continuité, pour avoir une solution hautement disponible, mais c'est aussi comment je sauvegarde et comment je restaure ma ferme. Et là, vous allez voir qu'on va commencer à aborder des notions assez touchy, assez compliquées. Certes intéressantes, mais qui, même par le biais de ma formation, je pense ne suffira pas. Vous aurez à travailler derrière, je ne vous le cache pas. Et enfin, un module 16 pour vous donner, là, un schéma directeur, une orientation à prendre dans le cadre de l'exploitation de la ferme SharePoint. Retenez quelque chose d'important. On en reparlera sur le module 1 lors de la présentation de SharePoint, mais SharePoint se découpe en 3 parties. En 3 segments, mais très distincts les uns des autres. On va avoir sur SharePoint, je dirais, les notions purement techniques ou purement fonctionnelles. Mais on va également trouver toute la partie workflow et traitement de l'information. Donc, il y a au sein de SharePoint plusieurs aspects. Il y a l'aspect, vous allez le voir, infrastructure. Il y a l'aspect fonctionnel. Il y a l'aspect, sécurité. Et tout ça doit se gérer les uns avec les autres. Il y a également, dans une partie infrastructure et développement, dans une partie, infrastructure et fonctionnelle, l'infrastructure, ce que j'appelle l'infrastructure, c'est la pose d'une plateforme SharePoint, vierge, avec une topologie spécifique, des services applicatifs, on le verra, définis, et il y a ensuite ce qu'on fait à l'intérieur des sites web, les fameux sites web on va appeler ça site web pour l'instant, mais vous verrez qu'il y a plein de notions entre application web, collection de sites et sites. Vous verrez que le contenu de ces sites seront gérés plutôt par un contexte et par des personnes fonctionnelles et non plus forcément techniques, puisqu'on va gérer essentiellement du contenu et la manière de gérer ce contenu. Avec, bien évidemment, un ensemble de métadonnées, un ensemble effectivement de workflows propres à des documents, à de la gestion documentaire, à des listes, à des activations, à des vérifications de tâches, à des plugins sur d'autres interfaces, etc., etc. Donc, sachez que cette formation s'oriente essentiellement architecture et infrastructure, pas fonctionnel. Le fonctionnel, c'est une autre formation. C'est encore autre chose.
Mon métier à moi, c'est faire de l'architecture et de l'infrastructure et maintenir, je dirais, le socle SharePoint avec sa topologie. Voilà, ça c'est pour bien vous expliquer qu'il y a vraiment les deux métiers, d'accord? Vous retrouverez les pages de l'examen, le contenu de la formation officielle SharePoint 2010 et la page de certification pour SharePoint pour obtenir effectivement votre agrément de certification Microsoft. Ça, c'est à disposition sur le site. Allez, je vais continuer par vous présenter la manière dont je vais dérouler ma formation et mes labs. Pour ceux qui ont suivi la formation Exchange 2010, rien de nouveau. J'ai toujours mon Dell M4007 avec mes 32 Go de RAM. Et j'ai toujours du disque SSD, du Samsung 840, très très bon matériel. Je travaille en environnement Windows 8, donc Enterprise, Pro pardon, avec de l'Hyper-V dessus. Et j'ai fait une petite modification par rapport à la dernière fois, c'est que mon disque dur n'est pas local. Je travaille avec un NAS directement, donc un QNAP, pour ceux que ça intéresse, un TS269L, très bon matériel, pour lequel j'ai établi des cibles SCSI. Pour ceux que ça intéresse, je vous conseille et vous oriente à aller sur le web, comment avoir un NAS, comment installer une cible SCSI avec un initiateur SCSI et avoir effectivement des lecteurs qui soient des cibles SCSI directement sur un NAS. Les performances sont quand même nettement meilleures que lorsque je suis connecté en USB 3. C'est pour ça que j'ai choisi de travailler sur un NAS directement. Et puis, je vais vous le montrer, j'ai modifié volontairement mon fichier host afin de travailler avec mon environnement Remote Desktop Connection Manager. Donc, je répète, je travaille avec Hyper-V pour la création de mes VM. Je vais vous présenter ensuite, bien évidemment, le lab. Je travaille avec un autre outil qui s'appelle Remote Desktop Connection Manager version 2.2 que vous trouverez sur Internet, qui est gratuit. Et j'ai modifié mon fichier host de manière à avoir sur chaque machine, je vais vous l'expliquer, une patte d'administration qui me sert à la partie TSE et une patte LAN que je peux bien évidemment activer et désactiver sans être impacté par ma prise de main à distance. Je pense que vous m'avez compris. Ce qui est important, c'est que vous ayez une machine qui carbure un petit peu, parce que vous allez voir que SharePoint est très gourmand et certains services, notamment comme la recherche, sont extrêmement gourmands en ressources, que ce soit au niveau mémoire ou au niveau processeur. Donc, un petit 32 Go de RAM, c'est pas mal. Si pour certains d'entre vous, vous avez un PC bien gonflé avec 32, 48 ou 64 Go de RAM, un petit peu de SSD et de quoi monter des VM sur Hyper-V, c'est encore mieux. Pour l'heure, mon PC suffit, c'est une très très bonne machine et ça me permet de pouvoir lancer toutes mes machines en même temps. Voici le lab de formation que je vais monter. Vous trouverez donc deux stations clientes. Je vous le précise, les stations clientes ne sont pas obligatoires dans le cadre de cette formation. Vous aurez, si vous le souhaitez, tout le loisir de les implémenter réellement pour avoir un aperçu avec un Windows 7, un Office 2010 et ce qui va bien. On en aura certainement un même pour l'occasion, mais c'est pas une obligation de le monter. Puisque, comme je vous l'ai dit, on va essentiellement traiter de la partie architecture, pas forcément fonctionnelle. D'accord? Donc, les machines de travail, les WSS, donc les stations, ne sont pas obligatoires. Ce qui est obligatoire, c'est l'environnement AD, ce que vous allez trouver ici. Donc, je vous le montre ici. Donc ça, c'est la partie annuaire. Donc, un contrôleur de domaine, d'accord, très important. Je vais revenir ici, effacer ceci, pour une raison simple, c'est que je vais quand même vous montrer donc ceci, voilà. Donc le 10.10.10.5, toutes ces adresses IP seront transmises, je vous rassure, vous les aurez dans le fichier. Donc un Active Directory, ça c'est obligatoire. Les machines ici, donc les suivantes, nous allons trouver deux serveurs WFE, ce qu'on appelle des serveurs frontaux. On va avoir ici une batterie de serveurs SQL, donc 3 serveurs SQL.
et bien évidemment 2 serveurs d'application et 2 serveurs de recherche. Voilà comment le laboratoire va se monter. Vous avez les noms des machines, vous allez le trouver dans la liste que je vais vous donner juste après. Mais retenez que ça, c'est le laboratoire que l'on va monter ensemble. Je vais vous demander donc de monter au préalable ces serveurs. Windows 2008 R2, je vais tout vous expliquer. Mais voilà l'arborescence et voilà la structure que l'on va implémenter avec SharePoint. En sachant que, et vous le verrez lors de la formation, cette partie-là, ici, SQL, ne sera pas traitée. Je m'explique. Je vous montrerai le minimum à savoir sur cette partie SQL. Ça, vous n'y échapperez pas. Vous avez nécessairement besoin de savoir comment on configure la partie SQL et surtout comment on configure les droits, les accès par rapport à SharePoint. Ça, c'est indispensable. Mais je vais monter volontairement un environnement de haute disponibilité SQL qui ne sera pas traité dans le cadre de cette formation, que vous verrez dans la formation de niveau 2, avec une autre partie au niveau 3. Mais en tout cas, sur le niveau 1, je ne traite pas la mise en œuvre de la haute disponibilité SQL. D'accord? Vous le verrez sur la formation suivante. Je vais traiter essentiellement de la mise en œuvre d'une ferme SharePoint, à savoir l'environnement frontal, applicatif et recherche. La partie annuaire, ça, je vous laisse le faire et je vous laisse le monter. Pareil, cette formation n'est pas là pour traiter, je dirais, l'implémentation d'un annuaire Active Directory. Vous êtes censé avoir au moins les prérequis et les bases par rapport à l'annuaire. Donc je ne traite pas la partie annuaire. Je vous laisserai monter votre contrôleur de domaine avec le domaine en vous donnant toutes les indications, bien évidemment, du lab que je vais monter pour qu'on soit, vous et moi, à ISO, périmètre. Donc, il vous faudra au minimum un DC, donc un contrôleur de domaine. Ensuite, à minima, vous aurez 6 serveurs SharePoint, 2 frontaux, 2 applicatifs et 2 recherches. Et ensuite, pour ceux qui ne peuvent pas, parce que techniquement la machine prend trop de ressources, rien ne vous empêche ici, un petit dessin, de n'installer que le SQL1. Ça, je l'autorise, puisque étant donné qu'on ne montera pas tout l'environnement haute disponibilité, du moins je ne vous le montrerai pas, vous le verrez certainement dans les vidéos, quand je vais enregistrer les exemples, etc. Vous allez bien voir dans les vidéos qu'il y a plusieurs serveurs, mais je ne traiterai pas de cette mise en œuvre. Donc rien ne vous empêche de votre côté de n'installer qu'un seul serveur SQL, au moins pour monter le lab. Le fonctionnement sera identique. D'accord? Mais ne soyez pas surpris de voir 3 nœuds cluster SQL dans l'environnement. Voilà, donc ça, c'était pour la petite précision. N'oubliez pas, à minima, il vous faut au moins les serveurs ici WFE, les serveurs APP, la partie SQL à minima un serveur, un contrôleur de domaine, et pour les stations clientes, certes, si vous pouvez, faites-le, c'est pas obligatoire. Si vous en avez au moins une, c'est le top, d'accord? Mais comme je vous ai dit, les tests que je ferai moi avec une station seront des tests à minima. Je le répète, on ne traite pas de fonctionnel. Alors, je vous présente ici le lab de la formation. Donc, toujours pareil, comme pour la formation Exchange, j'ai toujours un serveur TMG qui me sert de firewall et qui me permet d'autoriser mes machines à aller sur Internet. Toujours pareil, je vais revenir sur le schéma précédent. Ici, cette partie Internet, cette partie firewall, je vous laisse la gérer également. Ça, c'est hors périmètre de la formation. Comme je vous le dis, si vous avez n'importe quelle machine ou peu importe, si vous voulez pas monter de TMG, donc de serveur firewall Microsoft, rien ne vous empêche de mettre la passerelle de votre Free, par exemple, peu importe, ou de votre box Orange ou SFR, enfin peu importe dire ce que vous avez, et de traiter effectivement la partie Internet de cette manière. Ce que je vous explique, c'est que pour des raisons moins techniques et surtout pratiques, c'est que d'avoir le TMG qui soit en plus une machine qui n'est pas dans le domaine, me permet de monter plusieurs labs et utiliser à chaque fois ce TMG, quel que soit l'endroit où je me trouve.
soit en Wi-Fi, soit avec mon interface réseau, et ne n'être jamais dépendant, finalement, du réseau de la Freebox. Pour vous expliquer, en l'occurrence, la Freebox, parce que moi j'ai une Freebox. Bref. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous utilisez le réseau interne, finalement, de votre box, bien évidemment, vous allez devoir caler le réseau local dans votre environnement de la box. Moi, je mets toujours des machines en environnement IP interne. Donc, je ne suis jamais sur le réseau de ma box. Et le réseau de ma box ne me sert qu'à aller sur Internet. Donc, en résumé, il faut que vous ayez, bien évidemment, une passerelle entre votre réseau interne et l'extérieur. Voilà. Donc, pour vous expliquer un petit peu le schéma, j'ai un réseau en 10.10 quelque chose, donc 10.10.10/0, et mon firewall a une patte en 10.10 et une patte évidemment en WAN pour aller sur l'extérieur. Vous allez retrouver toujours mes machines, donc mon DC, mes frontaux, mes applicatifs, mes crawlers, mes serveurs SQL et mes stations clientes. Vous aurez à chaque fois un nom de domaine et un suffixe qui sera donc alform.local et toujours une patte d'administration et une patte de réseau local. Et évidemment, mon TMG a également une patte WAN, une patte DHCP pour pouvoir prendre une adresse IP de ma box et distribuer Internet à mes machines. Vous aurez également pour chaque machine un disque C de 40 ou 50 gigas. Je vous ai mis 40, ça suffit aussi largement. On est sur un environnement de lab. En revanche, je vous conseille d'avoir un minimum entre 1,5 et 3 gigas de mémoire vive par machine. Ça, c'est important. L'environnement, c'est du full Windows 2008 R2 SP1 et au niveau Enterprise, pas du standard. Et votre poste client sera un Windows 7 Pro FR classique. Le nom NetBIOS que j'ai choisi, c'est Alform. L'adresse IP va rester en 10.10.10/0/8. Et moi, j'ai mis donc pour l'occasion un TMG en 2010 classique avec un SP2 qui me permet de distribuer l'Internet à mon réseau local. J'ai modifié mon fichier host qui fait que j'appelle mes machines ensuite par leur petit nom et non plus par leur IP. Ce qui me permet de pouvoir modifier à souhait mes adresses IP de mes machines dans mon fichier host et sans tenir compte à chaque fois du nom de la machine. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait pour plus de praticité dans l'environnement du laboratoire. Vous jugerez ou pas d'attaquer avec votre Remote Connection Manager en IP ou avec le nom. Ça, c'est un choix purement personnel. Ça n'a aucune incidence d'ailleurs sur l'environnement interne de la production. J'utilise également Hyper-V pour faire ma formation avec Remote Desktop Connection Manager V2.2 que vous trouverez sur Internet. Et je le répète, chaque VM a deux cartes réseau. Une carte d'administration et une carte pour la prise en main. Je vais volontairement vous montrer l'ensemble de mon écran pour que vous puissiez voir comment fonctionne cet environnement Hyper-V. Donc je le ferai à la fin, d'accord? Je vais d'abord dérouler et finir cette présentation de formation et à la fin, pendant une petite minute, je vous montre la totalité de mon écran pour que vous puissiez voir comment j'ai configuré mes machines. Ce qui, je pense, pour la plupart d'entre vous, vous aidera à monter votre lab. Quand, effectivement, je dis qu'il y a deux pattes, c'est que vos VM, effectivement, d'environnement du lab ont une patte d'admin, vous voyez ici, et ont une patte VNet-LAN qui est effectivement le réseau local. Mon réseau TMG, il est connecté sur le réseau admin, le réseau local et le réseau WAN. Et bien évidemment, le réseau WAN de ma carte TMG est connecté sur ma carte réseau physique de mon PC qui lui-même distribue Internet. Vous l'avez compris. Ensuite, tout ce qui est la partie Remote Desktop Connection Manager, lui, a bien évidemment est connecté sur le réseau d'admin et l'interface réseau qui est en rapport avec cette patte d'admin sera configurée en 192.168 quelque chose. Je vous le montrerai lors de la démonstration. Vous allez voir certainement que pour certains d'entre vous, ça va un peu plus s'éclaircir. Ici, je vous montre la manière de créer effectivement les connecteurs et les switches virtuels.
on a deux types de connecteurs, les externes, les internes et les privés. Mon réseau local, donc mes cartes réseau local, sont mis sur un réseau interne, donc sur un commutateur interne. C'est-à-dire à aucun moment, elles sortent de mon environnement de PC. À aucun moment, elles ne peuvent coexister ou rentrer en conflit avec ma box, par exemple. Même si je mettais le même adressage IP. Ça reste interne à ma machine. Un commutateur de type externe, là, est un commutateur qui va se plugger sur une de mes interfaces PC. Soit le réseau local, donc la patte Ethernet, soit mon réseau Wi-Fi, qui effectivement peut aussi envoyer Internet. Et là, on est sur un réseau d'admin, on est en 172, on peut être en 192, on peut être en ce qu'on veut, peu importe, ça c'est vous qui le déciderez. Je vous ai donné un exemple en 192, si vous voulez mettre autre chose en patte d'administration, vous le faites comme vous le souhaitez. Voilà à peu près ce que donne un Hyper-V. Mes machines sont nommées comme ceci. Pourquoi C1? Pour une raison simple, j'ai deux environnements, je vous le montrerai tout à l'heure. J'ai un environnement C1 production et C0 pré-production. Pourquoi? Parce que quand je vais jouer des choses sur SharePoint, les impacts peuvent être tellement lourds et importants, peuvent être tellement catastrophiques pour votre production si vous faites mal les choses, qu'il est important de toujours valider en pré-production à ISO et en fonctionnement avec ISO périmètre avant sur un environnement de pré-prod. J'ai sur ma machine deux environnements, une pré-prod et une production. Les exercices seront joués sur la production, mais je les jouerai également sur la pré-production, de manière à avoir toujours quelque chose ISO périmètre dans l'environnement de mon laboratoire. Faites-le, ça peut vous permettre de construire une maquette progressivement et de voir ce qui est à éviter. Par exemple, dans le cadre du déploiement, vous allez le voir, on va faire une installation manuelle, on fera aussi une installation complètement automatisée par script, et ça vous allez le voir, c'est extrêmement intéressant. En revanche, je précise, la formation par script sera juste vue de manière très très rapide. Vous le verrez en détail pour ceux qui le souhaitent sur la formation de niveau 2, où là, je vais vous détailler tous les outils que j'utilise, comment je l'utilise et comment j'ai modifié les scripts pour les adapter à mon environnement. Alors, dans cette formation, on va voir comment implémenter une ferme SharePoint. Retenez ce nom, ferme. Vous verrez souvent dans les termes farm server SharePoint. Comment on configure l'architecture mise en œuvre. Comment on configure tout ce qui est haute disponibilité, puisqu'on va mettre en place l'infrastructure SharePoint, c'est super, on aura des beaux serveurs, mais on va la rendre hautement disponible. Et l'objectif pour moi, c'est surtout de vous montrer également comment l'exploiter. C'est bien de pouvoir la mettre en œuvre, c'est bien de mettre un environnement haute disponibilité. Ça sert à rien d'avoir une voiture de course si on ne sait pas la piloter. Si on vous livre une Ferrari, une dernier modèle qui va très 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 vite, mais que vous n'avez jamais piloté de voiture de sport dans votre vie, je ne vous garantis pas du résultat. SharePoint, c'est exactement la même chose. Dites-vous que on vous met entre les mains un avion de chasse. Et que cet avion de chasse, avant de le prendre en main, avant de l'entretenir, il faut savoir le piloter. Et pour le piloter, vous devrez suivre cette formation. Mes références, vous avez effectivement les sources SharePoint sur le TechNet, les sources Forefront sur le site de Microsoft, les versions Windows 2008 R2 sur le TechNet également, et les sources du Remote Desktop Connection Manager que j'utilise dans le cadre de ma formation. Voilà, tout ça à disposition sur Internet. Mes liens utiles, le Scoopit, le Tyler Screenstone et le SharePoint Interface, vous le verrez, sont des trucs assez sympas. Le TechNet, toujours. Petite correction, mise à jour sur SharePoint et non pas Exchange. Les liens TechNet et tout ce qui sera utile à TMG si vous souhaitez le mettre en œuvre. Voilà. Donc, on va démarrer cette formation. C'est go, c'est parti. Vous allez démarrer sur une formation de 16 modules. On va pas s'ennuyer. On va voir beaucoup de notions, beaucoup de points techniques. Malheureusement, on n'a que 16 modules. Et on a 16 modules pour brasser un maximum de choses et de points précis. Ce qui induit, vous l'auriez compris, même sans que je le dise, que vous devrez travailler par vous-même, chez vous, remonter, tester, valider, refaire. Voilà. Petite présentation rapide maintenant de mon écran. Voilà, nous voilà sur le mode plein écran. Vous avez là la totalité de mon écran, système, donc mon écran de mon OS.
Donc on est sur l'outil Remote Desktop Connection Manager. Comment j'ai organisé mes machines? Un environnement effectivement Lab Alform, donc de production, un environnement de pré-production avec des initiales PP et des Lab Master et mon serveur effectivement de déploiement automatique, ma machine de présentation de slides que vous pouvez voir et bien évidemment la machine TMG sur laquelle je ne me connecte pas, j'en ai pas besoin, elle est démarrée, celle-là je la laisse tranquille. Et ici j'ai mon environnement contrôleur de domaine. Donc vous voyez, chaque machine a deux pattes. La patte administrateur, la patte d'administration, celle-ci c'est 192.168.0.5 et bien évidemment c'est une évidence même, je reprends l'adresse IP à chaque fois du dernier point, c'est-à-dire qu'en gros je suis en 192.168.0.5 pour la partie admin et 5 aussi pour le réseau local. Le réseau local quant à lui est en 10.10.10. D'accord? Donc vous voyez ici, j'ai deux pattes. Le gros avantage c'est que, étant donné que moi je suis connecté en TSE via l'outil en administration, je peux donc ici à souhait désactiver ma carte et l'activer sans me perdre la main dessus, ce qui me permet de pouvoir agir. Et cette patte d'admin me sert à piloter ici toutes mes machines pour passer d'une machine à l'autre. Ensuite, j'ai ici mon outil Hyper-V. Vous voyez ici, j'ai toutes mes machines, avec les machines qui sont démarrées et celles qui ne le sont pas. Toutes les machines en C1 font référence à la production, toutes les C0 font référence à la pré-production. Toutes mes machines sont montées. Ici, je vais démarrer, admettons, le WFE1, se connecter, et ma machine ici, dans les paramètres, a deux cartes réseau, une carte réseau d'admin et une carte réseau Internet. D'accord? Ensuite, vous trouverez ici le gestionnaire de commutateur. Alors comment ça se passe? Dans le commutateur, vous allez avoir trois types de commutateurs, c'est ce que j'expliquais, interne, externe ou privé. Et ici, vous voyez que le réseau d'admin et le réseau local sont tous les deux en interne. Et le réseau net externe est le réseau donné pour pouvoir accéder à Internet. La seule machine qui a cette interface, c'est le serveur TMG, le serveur Firewall. Le Firewall est ici, paramètres, on reprend ici, je vous montre. Vous allez trouver ici la carte réseau, net Alform, et la net ext, qui me permet de pouvoir me connecter à Internet. Démonstration, je fais connecter, je vous montre la machine, hop, CTRL Alt Supr. Voilà, et ici, j'ai monté un TMG me permettant de distribuer Internet à mon réseau local. Tout simplement. Et ici, je vous montre ici mon interface. Hop, je vais y arriver. L'interface ici, One, statut, est récupérée de mon environnement box interne et me permet d'aller sur Internet. Alors, ici, je prends maintenant ma machine locale, regardez, j'ouvre le centre de réseau et partage et je me retrouve ici avec un ensemble d'interfaces. Ce que vous devez modifier, vous, c'est celle-ci. La VNet ADM, statut, est configurée sur le réseau de votre patte d'administration. Ainsi, votre réseau ici, vEthernet NetADM, qui est un vSwitch commutateur local à votre machine, étant 192.168.0.1, peut communiquer avec toutes les machines qui sont sur ce même réseau interne à vos machines locales. Donc cette carte-là doit être configurée sur le réseau d'administration de vos machines. Alors que cette patte-là, ici, statut, ne bouge pas, je la laisse telle quelle, je ne m'en sers pas. Je pourrais le faire si je le souhaite, ce n'est pas un souhait, ce n'est pas une volonté, je ne la touche pas. Ici, mon net ext, donc la partie internet, est pluguée sur cette interface. Comment? Regardez en commutateur, toujours pareil, je prends ext ici, et je vois qu'elle est configurée sur mon réseau externe, j'ai autorisé à partager la connexion, et elle est sur ma carte Wi-Fi. Voilà pour la petite démonstration comment je me connecte et comment je monte mon laboratoire. Fermé et fermé. Ici, vous voyez, je vais démarrer mon serveur.
pas cliqué sur le bouton. Là, ça marche mieux. Voilà, donc je démarre ma VM. Voilà, là c'est démarré. Et donc, ma C1, donc ma production en fait, WFE1, sera ici, connectée. Et voilà comment je me connecte à mon environnement de laboratoire. Voilà, l'objectif était de vous montrer un petit peu tout l'environnement de ma machine pour que vous puissiez vous projeter et voir comment implémenter ce fameux lab. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On va pas aller plus loin pour le moment. Je vous dis à tout de suite pour le premier module. Merci et à tout de suite.